Vincent Marcoux, directeur général à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la dépendance. J'ai été 10 ans dans un centre de thérapie et maintenant, ça fait 10 ans que je travaille à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance comme directeur général. Quelle est la mission de la QCID? Dans le fond, la mission de l'association, c'est de regrouper, soutenir et mobiliser l'ensemble des organismes communautaires, organismes à but non lucratif qui interviennent en dépendance et en usage de substances. Donc, ça veut dire autant les centres de thérapie que les organismes en prévention et les organismes en réduction des méfaits. Donc, on a 120 organisations qu'on représente, dans le fond, autant au niveau politique, où on les soutient au niveau de leurs interventions régionales et nous, on fait des interventions au niveau national. On les soutient en besoin de formation. Tout ce qu'ils ont besoin, regroupement d'achats, assurance collective et tout ça. Dans le fond, nous, notre organisation, on fonctionne vraiment bottom-up. C'est-à-dire que tous les besoins proviennent des membres. Dans le fond, nos interventions sont continuellement modifiées selon leurs besoins et nos plans d'action. Évidemment, nos plans d'action sont sur 3 ans, 5 ans, mais en même temps, il faut répondre aux besoins actuels. Donc, nous, on a 3 comités permanents qui sont en prévention, en réduction et en traitement, et que c'est 7 organismes de 7 régions différents qui viennent dans ce comité-là, et on a une équipe, dans le fond, qui sont là pour mobiliser ces comités-là et connaître c'est quoi leurs enjeux, leurs besoins à ce moment-là. Et dans le fond, tous les besoins qui sont ressortis, bien là, on fait les interventions appropriées. Comment s'est fondée la QCID? La QCID, en fait, c'est le résultat de 2 fusions. En fait, la QCID, à l'époque, dans le fond, moi, j'ai commencé en 2008, quand je travaillais au centre de thérapie. On s'est rencontrés 3 organisations qui étaient le Pavillon de la Suétude, la Maison L'Exode et le Centre Le Rucher, qui sont les 3 fondateurs, en fait, de l'Association des centres de traitement des dépendances du Québec. L'idée, c'est qu'on avait des instances gouvernementales, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, prenait des décisions pour nos centres de thérapie, le ministère de la Santé aussi, mais il n'y avait personne qui nous représentait pour défendre nos intérêts, puis dire « Hey, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça marche, voyez, prenez en considération notre point de vue. » Fait qu'on a décidé de former une association qui, rapidement, on était rendu 50 centres de thérapie. Donc, en 2012, il y a une autre association qui nous a interpellés, qui était la Fédération des centres communautaires d'intervention en dépendance. Puis eux représentaient des centres de thérapie également et des organismes en prévention principalement et d'aide et entraide et nous ont offert de payer la moitié d'une permanence à la QCD, à la CTDQ, excuse-moi, pour faire en sorte que on puisse commencer à offrir des services plus adéquats de représentation à nos centres. Fait qu'en 2012, on m'a offert le travail d'être la direction générale pour la CTDQ. Après 2 ans de travail en collaboration avec l'autre association, ben on a décidé qu'on avait tellement des projets communs, des intérêts communs, qu'au lieu de travailler chacun seul de notre côté, pourquoi pas fusionner et de faire en sorte qu'on ait une équipe de 3 personnes pour répondre aux besoins de nos organisations, pour nos organisations communautaires. Fait qu'en 2014, on a fusionné la fédération ainsi que l'association, qui est devenue, dans le fond, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. En 2019, on a été approché par Sobriété du Canada, qui sont anciennement les lacordaires. Eux, leur objectif, c'était de favoriser de la sobriété, l'abstinence, mais également de faire en sorte que les gens soient sensibilisés à ça. Et leur principal volet, c'était la prévention maintenant. On leur a offert de fusionner ensemble pour dire, on pourrait avoir un poste exclusivement en prévention et ça grandirait nos rangs, finalement, de notre organisation, puis on aurait un meilleur soutien à la population. Fait que ce qui est accepté. Fait que Sobriété du Canada et la QCD, on a fusionné en 2019. Et aujourd'hui, en 2021, on est maintenant rendu 10 employés à la QCD pour offrir des services à l'ensemble des organismes communautaires. On a 2 employés en prévention, 2 employés en réduction des méfaits, 2 employés qui répondent au traitement.
On a une équipe de com, puis on a une équipe de direction et de planification stratégie et intervention politique. Donc, tout ce gros bassin-là, on est là pour offrir des services aux membres. La QCID a-t-elle un rôle politique? On a un nouveau rôle on a eu un rôle quand même intéressant. En 2019, on a déposé un projet au gouvernement actuel pour faire de la prévention à l'ensemble des milieux scolaires du secondaire avec les organismes communautaires, ce qui est un projet d'envergure. C'est un projet de 15 millions. Parce qu'on avait une disparité dans les régions. Il y avait une belle dissertation de prévention dans les écoles dans certaines régions et d'autres régions, il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment une préoccupation du gouvernement actuel. Donc, on a fait nos interventions et c'est un projet qui a été accepté de dire oui, il faut qu'il y ait des organismes communautaires partout, à l'ensemble. Et ils vous ont demandé à la QCID d'être l'organisation qui déploie, en fait, qui coordonne ce projet-là et qui soutient et accompagne les organismes communautaires pour qu'en septembre 2021, il y ait des organismes communautaires dans l'ensemble des écoles du territoire du Québec. Donc, c'est un beau projet. C'est une première intervention que nous, on peut faire en concertation avec le ministère et en collaboration avec le gouvernement actuel. Donc, ça, c'est un très beau projet. Mais évidemment, ça, c'est la première fois qu'on a une belle synergie avec le gouvernement. Les autres, souvent, malgré qu'on avait des bons contacts, les interventions, c'était plutôt de faire reconnaître les organismes communautaires qui interviennent, faire reconnaître qu'il y a un manque de financement, qu'il y a des problématiques, des enjeux en prévention, en réduction et en traitement, et de voir comment on peut faire pour résoudre la situation et résoudre le problème. Là, ils ont descendu 3 millions pour les ressources d'hébergement en dépendance durant le COVID parce qu'il y avait une problématique, les organisations allaient fermer. C'est nettement insuffisant, mais on va continuer à faire des représentations pour répondre aux besoins. Les sources de revenus sont aussi inadéquates pour les ressources d'hébergement en dépendance. Ils se font donner 62 $ par jour, par nuitée, par personne, tandis que ça coûte le triple et le quadruple de recevoir ces gens-là. Fait que où qu'on va chercher les financements, ben c'est des personnes qui consomment, les usagers, qui ont des difficultés à pouvoir financer ça. Puis ça devient aussi discriminatoire parce que, par exemple, le gouvernement va payer pour les gens sur l'aide sociale à venir dans nos centres de thérapie, sauf qu'ils ne paieront pas pour les chômeurs et les petits travailleurs. Donc, les petits chômeurs-travailleurs vont devoir payer de leur poche pour aller en thérapie. Donc, il y a vraiment des disparités importantes et ça, c'est problématique. Comme pour la clientèle également des Premières Nations, des Autochtones, dans l'ensemble de la province, dans l'ensemble du Canada, il y a des montants astronomiques pour aller en thérapie. Ça peut être de 8 000 à 12 000 par mois. Puis ici au Québec, c'est entre 1 500 et 2 000 pour aller en thérapie. Fait qu'il y a des discriminations, fait que ça devient du racisme systémique finalement, involontaire, mais il est là pareil parce qu'on ne peut pas les accueillir, parce qu'on n'a pas suffisamment de fonds. Donc, c'est inacceptable. En réduction des méfaits, on a des enjeux, la crise des surdoses, elle a doublé durant le COVID. On fermait les sites d'injection supervisés. On a limité au niveau administratif des centres de prévention des surdoses, au niveau administratif l'analyse de substances, mais le besoin était présent, était actuel. Donc, il a fallu faire des interventions, aussi soutenir nos organismes pour intervenir. Donc, c'est tous des enjeux en prévention. À ce moment-là, certains organismes avaient des problèmes dans leur région pour dire c'est quand est-ce qu'on va pouvoir recevoir les sommes d'argent pour préparer notre projet de prévention en milieu scolaire. On n'a pas des sommes, donc on ne peut pas engager les gens. Donc, de faire des pressions au niveau politique, au niveau des fonctionnaires également pour dire écoute, ça ne marche pas, le projet n'avance pas, puis les gens doivent intervenir, puis la prévention des écoles, c'est important. Il peut y avoir tellement d'autres choses. Exemple, autant en réduction, en traitement, ils disent nous, on aimerait ça que la recherche soit impliquée, nous implique, ce qui est déjà le cas, mais plus encore. Tu sais, on dit on a des programmes innovants, on aimerait aller plus loin là-dedans. Fait que notre prochain point, c'est qu'on va avoir une personne qui va être à la recherche et développement, coordonnatrice recherche et développement, pour justement faire le pont adéquatement avec la recherche et les groupes communautaires pour que ça réponde vraiment aux besoins. Quel a été l'impact de la COVID-19? La problématique avec le COVID-19, c'est que le réseau public, le gouvernement, puis c'est pour eux une normalité de dire on doit répondre
au réseau public d'abord, à l'offre du réseau public, et après, on va arriver au réseau communautaire. Sauf que dans les faits, dans la réalité, c'est que sur le plancher des vaches, d'enlever des services pour répondre à la crise du COVID, ben c'est souvent les services publics en dépendance qui étaient retirés. Et le réseau public demandait aux organismes communautaires en dépendance, en réduction des méfaits, en prévention et traitement, de pallier à ce manque-là et de continuer à offrir des services. Sauf qu'on nous le demande sans nous donner de sous supplémentaires et sans nous donner les équipements nécessaires pour répondre aux services. Fait que là, c'est là qu'il y a une dichotomie, il y a un enjeu majeur qui fait en sorte que pendant toute cette année-ci et encore aujourd'hui, nos organismes communautaires se sont fatigués, épuisés, saignés pour être capables de répondre aux personnes, mais sans avoir un support nécessaire au niveau financier et même au niveau administratif. Parce que le gouvernement fédéral, considérant la crise, avait autorisé qu'il y ait des sites de prévention des surdoses qui puissent se faire à l'ensemble du Québec, à l'ensemble des provinces du Canada, finalement. Mais ici, ça l'a bloqué au niveau administratif. Et c'était au bon vouloir de chaque CIS et CIUS de partir le centre de prévention des surdoses ou non. Mais nous, les organismes communautaires, étaient tous prêts à partir des sites de prévention des surdoses. Donc, il y aurait juste eu besoin de faire un étang. Puis en plus, il y avait les financements pour le faire. Donc, c'est tous des enjeux qui font en sorte que cette année, les groupes ont trouvé excessivement difficile parce qu'ils disent on ne s'est pas fait reconnaître malgré qu'on nous a demandé d'en donner plus et on en a donné plus. Et pourtant, au bout de la ligne, c'est quoi qu'il y a? Aucune récurrence de financement, c'est par projet encore. Et pourtant, les besoins sont là. Les surdoses ont doublé, il y a eu plus de consommation d'alcool, plus de consommation de drogue, détresse de santé mentale, anxiété, dépression. Et pourtant, aucune reconnaissance de ça, et donc pas de financement supplémentaire. Les organismes en prévention, on a besoin de soutien pour adapter nos services on est en présentiel ou en visio, en présentiel, en visio, on a besoin de ce soutien-là parce que les jeunes, seuls à la maison, c'est prouvé statistiquement, c'est prouvé par la recherche, qui ont été plus en problématique, en détresse psychologique. Fait qu'on a besoin d'aller les soutenir au plus vite et de répondre à leurs besoins. Et présentement, notre souci, c'est que le gouvernement pense encore réseau public d'abord. On peut comprendre à certains niveaux, mais présentement, le délestage des services est là et il n'y a pas de service. Il faut qu'ils comprennent que le noyau, c'est les organismes communautaires qui sont là pour desservir cette clientèle-là en complémentarité avec les réseaux publics. On ne dédouble jamais les services que le réseau public a fait, mais il faut qu'il y ait une synergie. La QCD, on veut vraiment faire ça, qu'il y ait une synergie entre le réseau public, le réseau communautaire, pour qu'il y ait un déploiement des services optimal pour l'ensemble des personnes. Qu'en est-il de la crise des surdoses au Québec? La crise des surdoses, puis je vais y aller quand même avec... je ne suis pas un expert parce que mon équipe expert en réduction des méfaits serait plus en mesure de répondre, même mes membres qui sont dans les sites d'injection supervisés, tout ça. Puis même les travailleurs de rue seraient mieux que moi pour répondre, mais par mon expérience, ça fait 20 ans que je suis dans l'organisation. Ça a commencé, puis en 2016, même à partir de 2016-2015, c'est sûr qu'il y avait des surdoses et des décès bien avant ça. C'est pour ça qu'on considère que les services devraient être récurrents parce qu'il y a toujours eu des surdoses et on doit toujours faire en sorte de se préoccuper. Évidemment, les gens ont entendu beaucoup, c'est le fentanyl qui est arrivé aussi. Fait que ça a commencé par les BC, puis ça s'en est venu vers le Québec. Évidemment, c'est que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils consommaient. Donc, en consommant leur drogue, elle était beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'ils consommaient habituellement, ce qui créait à ce moment-là la surdose. C'est pour ça que des sites d'injection supervisés, quand les gens vont consommer sur place, il y a une sécurité, en fait, que si la personne fait une overdose, à ce moment-là, elle est accompagnée, il y a du naloxone. Ou faire la prévention de ne jamais consommer seul, de consommer toujours deux, pour s'assurer de cette sécurité-là. Donc, mais ça a évolué très rapidement. Le fentanyl a été vraiment très rapide partout.
Fait que ça fait que ça a créé des problèmes. Mais pourquoi qu'on essaie de dire plus crise des opioïdes? Parce que c'est pas juste les opioïdes. Hein. Il y a, dans toutes les autres drogues, puis même, il se retrouvait même du fentanyl dans les autres drogues qui étaient des stimulants. Donc, ça n'avait pas de sens qu'un stimulant ait du fentanyl à l'intérieur. Donc, il y avait des overdoses également là-dedans. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui fait en sorte que aujourd'hui, ça n'a jamais été autant de décès. Écoute, au Canada, c'est 1 décès par jour. C'est même plus que ça. C'est au Québec, là, 1 décès par jour. Fait que tu peux comprendre à quel point il y a beaucoup de décès. Puis avant le début du COVID, on n'arrêtait pas de dire « il y a une crise » et le gouvernement du Québec ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise. Mais elle est là quand même. Puis elle a doublé cette année, pour le COVID, c'est pas compliqué. Il y a difficulté de retrouver des drogues. Donc, c'est plusieurs drogues qui sont contrefaites, qui sont fabriquées parce qu'il y a les frontières qui ont été fermées. Donc, les gens ont besoin de leurs substances. Ils vont prendre plus de risques. Ils vont pas consommer leur drogue de choix non plus. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une plus grande vulnérabilité pour l'ensemble des gens qui consomment des drogues. En quoi consiste la réduction des méfaits? Pour parler de la réduction des méfaits, puis en fin de compte, moi, je vais l'expliquer pour le monde en général parce que moi-même, je ne suis pas l'expert encore, comme je disais, en réduction, ça va être plus mon équipe. Tu sais, les gens pensent tout le temps, réduction des méfaits, c'est le site d'injection supervisée où les gens vont aller consommer des drogues directement ou vont se faire donner des seringues. Mais la réduction des méfaits, c'est pas juste ça. C'est de se dire que sont jeunes. Parce que souvent, là, faut se le rappeler, les jeunes vont consommer de la bière durant la Saint-Jean-Baptiste. Ils vont consommer des drogues à leur bal définissant. C'est quoi une réduction des méfaits? C'est de prévenir en dire aux jeunes, écoute, il ne faut pas conduire quand on a consommé des drogues puis de l'alcool. Quand tu consommes de l'alcool très rapidement, tu vas être malade. Si tu vides un 40 onces, ça passe pas un 40 onces. C'est fait que ça, c'est de la réduction des méfaits en disant aux jeunes, je t'empêche pas de consommer, mais voici les risques qu'il y a dans la consommation. Et là, fais un choix éclairé là-dedans. Pèse les pour et les contre et sois prudent. Je veux pas banaliser la drogue, je veux pas banaliser l'alcool, je veux pas non plus la démoniser, mais je veux être capable de donner l'information suffisante pour que tu puisses prendre une décision éclairée. Puis si tu décides de consommer, fine, mais au moins tu sais qu'est-ce que tu consommes puis comment tu le consommes. C'est la même chose avec l'analyse de substances. Pourquoi l'analyse de substances est intéressante? Parce que depuis le début des temps, on consomme des drogues, mais de plus en plus aujourd'hui, les drogues sont faites chimiquement. Tu sais pas qu'est-ce qui se retrouve. Ben, on disait tantôt du fentanyl, mais il peut se retrouver aussi d'autres produits néfastes qui sont des produits domestiques qui ne devraient pas se trouver dans la consommation de drogue. Mais finalement, de dire, moi je vais à un festival, c'est sûr que je vais consommer du speed, mais j'aimerais bien ça savoir qu'est-ce que j'ai dans mon speed. Fait que l'analyse de substance est là pour prévenir, pour dire, ben regarde, voici ce qu'on a retrouvé dans ta pilule, voici c'est ça. Maintenant, moi je le sais que qu'est-ce que je vais consommer, c'est ce que je retrouve dans la substance actuellement. Si on me dit il y a du fentanyl, ben là je vais dire, je suis pas sûr que je vais la consommer finalement. Mais on t'empêchera pas de la prendre, mais on va juste te sensibiliser et t'éduquer qu'il y a un risque X, Y, Z. Fait que ça, c'est la réduction des méfaits, de la réduction des risques. La réduction des risques, dans le fond, elle se retrouve partout. Tu sais, quand on dit aux gens dans un party, hey, s'il y a quelqu'un qui a trop bu, tu le vois, puis tu lui demandes de prendre les clés, et de dire, regarde, conduis-toi un taxi, c'est de la réduction des risques. La réduction des risques, c'est d'éviter aussi que la personne fasse des crimes pour avoir sa consommation, avoir sa drogue, mais en même temps, on a des limites, mais comment on peut la soutenir, cette personne-là, en ayant à faire une démarche d'aide sociale avec cette personne-là pour qu'elle puisse avoir un certain revenu, pour être apte à pouvoir consommer en toute sécurité. Des fois, ça peut choquer les gens, mais c'est un choix, puis respectons ce choix-là. Mais est-ce qu'on peut réduire ces risques-là pour cette personne-là? Où en est l'opinion publique quant à la consommation de drogue?
la mentalité avec les drogues est quand même difficile. Puis tu vois, c'est un travail qu'on veut faire sur justement la stigmatisation. Parce que je vais te donner le meilleur exemple. On a légalisé le cannabis. On a légalisé le cannabis. C'est quand même intéressant. Tu te dis, hey, on a fait un pas de société, la légalisation du cannabis. Fait que là, puis on commence à parler de décriminalisation des drogues. Mais la stigmatisation est toujours là. Tu sais, techniquement, l'alcool, elle est plus néfaste, elle a des effets négatifs plus importants que le cannabis, mais pourtant, c'est plus accepté socialement. Pour te dire la stigmatisation, jusqu'où ça en est, c'est qu'on se dit, pourquoi la SQDC, c'est aussi réglementé? Je dis pas que c'est mal, mais pourquoi l'alcool, c'est aussi lousse? Pourquoi c'est aussi dédramatisé, qu'on en trouve dans tous les dépanneurs, dans la SAC, qu'on en fait la promotion. Tandis qu'à la SQDC, on dit on fera pas de promotion de cannabis, on fera pas d'enveloppe super beau, jolie, juste pour informer les gens pour faire de la prévention. Je peux être d'accord avec ça, mais il faut faire la même chose avec l'alcool. Pourquoi autoriser l'alcool à faire beaucoup de promotion, tandis qu'on ne le fait pas avec le cannabis? La même chose avec l'Auto-Québec. Pourquoi faire la promotion du jeu? Pourquoi faire la promotion? Parce que c'est plus rentable? C'est pas une bonne réponse à ça. Fait que tu sais, la stigmatisation aussi pour justement les consommations de drogue, on a un bon bout de chemin à faire encore. C'est pas rare qu'on entend de nos personnes qui vont dans des services hospitaliers puis qui disent non, on ne viendra pas en aide ou qu'ils laissent dans le coin, dans la file d'attente, plus longtemps que les autres personnes parce qu'ils disent bon, c'est juste un toxicomane, on ne veut pas lui donner de service. Ou quand il va à la pharmacie puis qu'il va chercher une prescription, qu'il y a sur-vérification parce qu'il pense qu'il va abuser d'une médication X, Y, Z. Tu sais, on a encore un gros bout de chemin à faire. Puis 2% de la population québécoise ont une problématique de dépendance. Okay? Fait que ça fait, je fais un chiffron sur 8 millions à peu près là, de personnes. On a 120 000 personnes qui ont un problème de dépendance. On a 4% de la population québécoise qui a un risque modéré à élevé d'avoir une problématique de dépendance. Donc ça veut dire qu'on a un 6%. Ça fait 480 000 personnes. Et tout sur la recherche, ça touche une personne qui a des problèmes, touche 10 personnes de son entourage. Que ce soit le parent, les enfants, sœurs, frères, cousins, cousines, amis, voisins. Donc, ça fait 4 800 000 personnes qui sont touchées par ça. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un problème de consommation ou qui consomme des drogues. Et on continue à stigmatiser ces gens-là, à les mettre de côté. Et on continue à sous-financer les organismes communautaires, tandis que c'est le contraire qu'on devrait faire, puis être plus inclusif. Les problématiques de nos gens, on se rend compte que, exemple, la prohibition des drogues, le fait qu'il y a des conséquences qui se font arrêter, ça contribue aux effets néfastes que les gens peuvent vivre. Parce que la réduction des méfaits, on disait, si moi je suis obligé de me cacher pour consommer, je me mets plus à risque. Si je consomme à des endroits non sécuritaires parce que j'ai peur de me faire arrêter, de me faire stigmatiser, c'est sûr je me mets plus à risque que si je serais accepté socialement. Et même si je serais accepté plus socialement, au lieu de donner justement de l'argent à la répression, donnons de l'argent à la réduction des méfaits, à la prévention et au traitement. Puis ça va faire en sorte que les gens vont être plus en santé. Puis c'est prouvé que 1 $ investi en prévention, on en sauve 10. Donc pourquoi pas investir tout de suite, puis justement se sortir de ce réseau de stigmatisation-là. À quel besoin le site trouvetoncentre.com répond-il? Quand les gens nous appellent pour nous demander des services, évidemment, on réfère à Drogue Aide et Références, qui est un partenaire important, mais en même temps, live, quand on a la personne qui nous demande un service, comme moi, j'étais dans un service de thérapie de 6 mois, qui disait, moi, j'aurais besoin d'une thérapie d'1 mois, de 3 mois. OK, je suis pas en bon endroit, mais je prends l'information, j'essaie de la référer. Et souvent, je me rends compte que je référais aux mêmes ressources, aux mêmes organisations. Et quand tu parlais avec Drogue et des références, il y a 544 services au Québec pour les personnes qui consomment des drogues et qui ont des problématiques de dépendance. Donc,
Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et je ne connais même pas encore tout. C'est normal, il y en a 544 services. Donc, si moi, je suis une population en général, une population qui n'a jamais... je suis un intervenant, un frère d'une personne qui consomme, puis je demanderais des services, ou moi, je veux des services moi-même, je ne saurais même pas où aller cogner pour le meilleur service dans ma région ou à l'extérieur de ma région. Les gens, oui, ils téléphonent à Drogue à des références, mais en même temps, souvent, les gens veulent faire des petites recherches avant, savoir c'est quoi ma ressource, c'est où que je dois aller, puis de connaître un peu plus l'organisation, parce que ça prend de la motivation, ça prend beaucoup de motivation de faire le premier téléphone. Tu sais, de se dire, moi, j'ai un besoin d'aide, et je parle à quelqu'un pour dire j'ai besoin d'aide, ça prend quand même une bonne motivation intérieure, puis un premier pas à faire. Donc, comment les aider à faire ce premier pas-là en faisant leur propre recherche tranquillement? Ça peut être, j'ai fait une recherche il y a 6 mois, puis j'appelle 6 mois après, mais au moins, ça commence à intégrer. Donc, est venue l'idée de faire un site Internet avec toutes les ressources au Québec qui étaient présentes. Mais là, on se disait, nous autres, on ne veut pas dédoubler qu'est-ce que Drogue à des références fait déjà avec les téléphones. Fait que là, c'est là qu'on a contacté nos amis de Drogue à des références. Et là, Drogue à des références avait une base de données intéressante et complète. Et nous, de notre côté, on avait les sommes suffisantes pour faire un site Internet interactif qui pouvait répondre aux besoins. Et c'est comme l'énergie était toute là, tout était en place. Quand on dit les astres s'alignent, Drogue à des références était un moment de réflexion pour le faire et était en train d'élaborer l'instauration d'un chat en ligne pour leur site Internet pour que les gens puissent écrire directement avec eux pour se faire desservir. Donc, on s'est dit, wow! Fait que là, j'ai dit, hey, on pourrait faire le site Internet Trouve ton centre et intégrer le chat de Drogue à des références 24/7 qui pourrait faire en sorte que les gens, s'ils ne trouvent pas, ils peuvent écrire. Écrire, des fois, c'est un peu plus facile pour les gens d'écrire que de parler de vive voix parce qu'ils ont l'impression d'être moins impliqués émotivement dans la discussion. Puis des fois, c'est une simple question, puis ils se sentent ridicules d'appeler pour une simple question de dire j'aimerais ça, tel service, ou qu'est-ce qu'un problème de consommation, qu'est-ce qu'un problème d'alcool, de drogue. Mais là, à ce moment-là, il y a un chat en ligne pour poser des questions et écrire directement. Donc, est venue cette collaboration-là. Ça nous a pris 1 an à développer trouvetoncentre.com et ça donne un résultat super intéressant avec un chat directement que les gens peuvent écrire 24/7. Mais maintenant, on ne veut pas en rester jusque-là. On veut quand même faire les suivis avec Trouve ton centre avec les gens qui l'utilisent pour s'assurer que Trouve ton centre continue à répondre aux besoins de la population. Et on aimerait ça faire un comité avec des gens du réseau de la santé, du réseau communautaire et de la population pour voir si ça continue à répondre et comment qu'on peut adapter Trouve ton centre et même le chat pour que ça continue à bien répondre aux besoins. Et on voit qu'il y a une belle chimie qui s'est installée et c'est vraiment un plus pour le réseau. C'est également une adaptation à la réalité. C'est arrivé en plein COVID, qui était une réalité que les gens ne pouvaient plus avoir de présentiel. Donc, c'est arrivé au bon moment pour faire en sorte que les détresses psychologiques peuvent être desservies. Parce qu'avec le chat en ligne de Drogue à des références, si tu es en détresse, tu peux avoir du soutien constant. Et aussi, on se demandait avec Trouve ton centre, les gens qui veulent continuer à consommer puis qui ne trouvent pas du naloxone. Donc, tous les endroits pour trouver du naloxone sont sur la map. Donc, tu peux trouver l'endroit proche de ta maison pour avoir du naloxone pour si tu veux consommer chez toi en toute sécurité. Donc, on a vraiment fait l'ensemble des services qui sont là, autant très rapides, naloxone, réduction des méfaits, évidemment, comme on parlait tantôt, les organismes de prévention. Parce qu'exemple, une usine qui voudrait faire de la prévention dans leur organisation, parce que ça arrive, comme en Mauricie, Centre du Québec, il y a des beaux projets de prévention en milieu de travail, ben là, tu vas avoir la liste des organismes qui peuvent venir faire ça chez toi. Donc, c'est vraiment un tout inclus pour que la population puisse trouver réponse à leurs besoins.